Salut à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on parle de Rise of the Wasteland. Plongé dans un monde post-apocalyptique où l'humanité essaye de se relever. Dans le jeu, les joueurs explorent une terre dévastée par une pluie de météores, rassemblent des ressources rares et mènent leur faction pour devenir la puissance dominante des Wastelands. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 90 à 120 minutes à partir de 14 ans. C'est un jeu de Jesus Casasola Boyero et il est illustré par John Slinford. Le jeu est édité par Wolfhorn Games. À la fin de ce siècle, une pluie de météores s'est abattue sur la Terre, détruisant la quasi-totalité de la civilisation. Les rares survivants se sont regroupés dans des ruines et les villes les moins touchées, afin de rebâtir une société. Mais les ressources s'épuisent et pour survivre, ils doivent s'aventurer dans les terres dévastées, les Wastelands. Des terres dangereuses mais riches en matériaux. La compétition entre les différentes factions pour ces ressources est vitale et féroce. Seule l'une d'entre elles deviendra suffisamment puissante pour s'imposer sur les autres. Dans le jeu, chaque joueur incarne une faction unique avec des capacités spéciales. À partir de leur capitale, les joueurs vont explorer une carte créée de manière dynamique, découvrant de nouvelles zones et établissant des avant-postes. Les ressources permettent de créer de nouveaux bâtiments, de recruter des unités, d'améliorer la technologie, tout cela afin de prendre un avantage stratégique sur les autres factions. L'objectif est de répandre au moins 5 jetons d'influence chez les adversaires. Si un seul joueur y parvient, la partie prend fin immédiatement et il remporte la partie. En cas d'égalité, celui qui a distribué le plus de jetons l'emporte. Les joueurs jouent chacun leur tour, dans l'ordre du tour, jusqu'à ce qu'un joueur atteigne son 5e accomplissement. Puis chaque joueur effectue un dernier tour. Les joueurs vont pouvoir réaliser des actions, revendiquer des influences, entre autres choses. Le jeu propose un univers immersif et richement thématisé, de la confrontation stratégique entre factions pour la domination, une course tendue jusqu'à la victoire. Le jeu propose une expérience stratégique intense, dans un futur ravagé, où chaque décision peut faire la différence entre la domination ou l'oubli. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, j'ai sorti tout le matériel. J'ai fait une mise en place pour 2 joueurs. Je vais vous parler des grandes mécaniques du jeu, comment tout fonctionne. Je vous parlerai également du mode solo. Et en fin de vidéo, je donnerai mon avis sur ce jeu. Donc il y a beaucoup de matériel qui est sorti. Je vous explique au fur et à mesure. Il y a certains, c'est des petits modules en plus pour complexifier le jeu et rajouter de la variété. On va commencer par ce qui est les règles de base et la mise en place. Et bien entendu, le contexte. À la fin de ce siècle, une pluie de météores s'est abattue sur la Terre. Le ciel s'est embrasé. La surface du monde a été bouleversée. Et en quelques jours, la civilisation humaine a presque entièrement disparu. La majorité de la population a péri, les continents ont été défigurés, et les grandes cités qui symbolisaient la puissance et le progrès ne sont plus que des souvenirs, réduits à des ruines silencieuses. Quelques années après l'impact, les rares survivants ont commencé à se rassembler. Ils se sont installés dans les vestiges de certaines villes, là où les effets des météores avaient été un peu moins destructeurs. C'est au milieu des décombres que l'humanité a tenté de renaître. Ces groupes de rescapés ont bâti les fondations d'une nouvelle société, fragile, hésitante, mais animée par un seul espoir, reconstruire. Avec le temps, certaines de ces villes en ruine ont commencé à vivre. De petits marchands sont apparus, des foyers se sont rallumés, et la vie timidement a repris. Mais les ressources qu'on pouvait récupérer ont fini par s'épuiser. Les infrastructures sont trop faibles, la technologie trop rudimentaire, et la population ne cesse de croître. Les cités renaissantes se trouvent au bord de la famine, incapables de produire ce dont elles ont besoin pour survivre. Alors, un choix s'impose. Pour continuer à vivre, les habitants doivent quitter la sécurité relative de leurs murs et s'aventurer au-delà, dans les terres dévastées. Ces étendues immenses, marquées par la colère des météores, ne sont plus aussi mortelles qu'autrefois. Mais elles demeurent hostiles, imprévisibles, dangereuses. On raconte qu'on y trouve les ruines d'anciennes cités, des restes de technologies oubliées et des ressources précieuses capables de faire renaître une civilisation. Mais ces promesses s'accompagnent de menaces. Radiations, créatures mutées, terrain instable et d'autres survivants, prêts à tout pour s'emparer de ce qu'ils trouvent. Cette quête de ressources a profondément changé les relations entre les communautés. L'union fragile des débuts a laissé place à la méfiance. Les alliances se brisent, les frontières se forment et les conflits éclatent. Chaque cité, chaque faction cherche désormais à s'imposer, à étendre son influence, à devenir la plus puissante. Une véritable course a commencé. Une course pour la domination, pour la survie et pour le contrôle des terres dévastées. Car, dans ce nouveau monde, il ne suffit plus de survivre, il faut régner. Rise of the Wasteland se déroule dans un futur lointain, dans un monde dévasté par l'apocalypse. Les ressources sont rares, la survie est une lutte permanente. Ce qui reste de l'humanité se bat pour s'imposer et régner sur les terres dévastées. Dans ce chaos, 6 factions se dressent. Chacune possède ses propres forces, ses stratégies, ses ambitions. À la tête de l'une d'elles, vous commencerez depuis votre capitale, dernier bastion d'un passé oublié. De là, vous partirez explorer un monde en constante évolution, généré, dynamiquement, à la recherche de territoires inconnus et de ressources vitales. Au fil de votre conquête, vous établirez des avant-postes, véritables points d'ancrage dans l'immensité hostile. Ces zones vous permettront de récupérer et de recycler des matériaux précieux, essentiels à la reconstruction de votre puissance. Avec ces ressources, vous développerez votre base, bâtirez des structures, lèverez des armées et ferez progresser votre technologie. Mais ici, chaque choix compte. Chaque avancée peut faire la différence entre l'ascension et la chute. Les objectifs évoluent constamment, exigeant adaptation et stratégie. Étendez votre influence, dépassez vos rivaux, imposez votre domination. Dans Rise of the Wasteland, il ne suffit pas de survivre, il faut régner. Vous allez commencer par créer la carte pour la mise en place. Vous disposez les tuiles face cachée en fonction du nombre de joueurs. Il y a des configurations pour 2, 3 ou 4 joueurs. Donc là, je fais pour 2 joueurs et vous voyez toutes les tuiles que nous avons là-bas. Les tuiles, avec la capitale, doivent être placées avec l'image de la capitale
capitale orientée vers l'extérieur. Placez ensuite les pions capitales de chaque joueur sur leur emplacement de départ, en ajoutant un éclaireur au centre de chaque tuile. Vous allez préparer le deck objectif. Vous allez prendre les cartes de départ, il y en a 10, et vous les séparez en deux decks. Pour créer le deck, vous placez 5 cartes de la pile de départ sur le dessus et l'autre pile en dessous. Ensuite, vous placez le deck face cachée avec les autres cartes dans un endroit visible de tous les joueurs. Vous révélez 3 cartes, vous les placez en ligne à côté du deck. Ensuite, vous mélangez les cartes Power, qui sont au nombre de 40, et vous placez le deck à proximité. Ici, nous avons les cartes d'événements d'exploration. Mélangez-les, placez-les face cachée. Ici, les cartes tactiques de combat. Vous créez 2 séries de cartes tactiques de combat, numérotées de 0 à 3, et vous les placez à portée de tous les joueurs. Placez les différents dés, ressources, butins, ainsi que le D6 standard près du plateau. Chaque joueur va prendre les composants à sa couleur, ainsi que le plateau de suivi d'action. Vous allez distribuer à chaque joueur un plateau leader. Vous distribuez aléatoirement. Chaque joueur prend également une carte aide de jeu. Pour commencer, remplissez votre plateau joueur avec les composants correspondant à votre couleur. Vous allez placer les éclaireurs, vos armées. Dans cette section-là, placez les différents bâtiments, laboratoires, marchés et tours de communication. Ces bâtiments sont essentiels pour débloquer des améliorations, augmenter la productivité et renforcer votre influence. Ici, vous avez les bâtiments d'extraction d'avant-poste qui améliorent les ressources et les capacités militaires. Placez le cube de celui du peuple sur le chiffre 0 de la piste correspondante. Placez un cube leader sur la case supérieure et un autre cube leader sur la case inférieure. Ajoutez un cube d'action à côté de la piste soutien du peuple. Placez le cube de celui de prestige militaire sur la piste adéquate et sur le 0. Prenez 2 cubes de chaque couleur de ressources. Placez un cube sur la case 1 de la piste correspondante et placez le second cube sur l'avant-poste correspondant. Vous voyez en dessous, comme cela. Placez également un cube cristal sur la case 1 de la piste cristal. Placez un cube d'action à cet endroit-là. Ensuite, vous allez les occuper de ce plateau-là et du plateau leader. Placez 4 cubes à cet endroit-là pour indiquer vos 4 cubes d'action. Placez vos cubes d'action comme ceci, sur les emplacements indiqués. Sur le plateau leader, ici, placez tous les cubes leaders dans l'emplacement suivant. 5 cubes sur la ligne du haut, 2 cubes sur la ligne droite de l'objectif leader. Une fois tout ceci fait, donc ça devrait ressembler à cela lorsque vous aurez fini la mise en place, vous allez être prêt à jouer. Quel est donc l'objectif du jeu ? Le but de la partie est de répartir au moins 5 de vos jetons influence parmi les joueurs. Si à la fin de votre tour, un joueur n'a plus que 2 jetons d'influence ou moins dans son pool, la fin de la partie est déclenchée. Lorsque la partie se termine, le joueur qui a donné le plus de jetons d'influence remporte la partie. En cas d'égalité, des conditions secondaires de victoire détermineront le gagnant. Il existe 2 façons principales de distribuer votre influence. En réclamant des objectifs, en vainquant la capitale d'un autre joueur. Pour gagner, chaque joueur doit placer au moins un jeton influence sur tous les autres joueurs. Pour une partie plus longue ou plus difficile, vous pouvez modifier les règles. La fin de partie est déclenchée lorsque tous vos jetons influence sont placés au lieu de seulement 5. Vous pouvez commencer directement avec la version difficile des objectifs. Pour la répartition des influences, vous allez vérifier si vous avez déjà réclamé des objectifs. Si ce n'est pas le cas, vous passez cette étape. Sinon, vous et tous les joueurs ayant des jetons d'influence sur ces objectifs devez les placer. Placez vos jetons sur le premier emplacement vide à gauche dans la zone influence des autres joueurs. Vous pouvez répartir vos jetons entre plusieurs joueurs ou les placer tous sur un seul joueur. La distribution se fait dans le sens aiguille d'une montre, chaque joueur plaçant tous ses jetons avant le suivant. Les joueurs influencés perdent 1 point de soutien au peuple par jeton reçu. Ce sont ces jetons-là que vous distribuez sur la piste du bas. Si un jeton est placé par un emplacement marqué par lesquels tire une carte pouvoir, le joueur influencé reçoit une carte pouvoir. Tous les objectifs réclamés sont ensuite retirés du plateau, remplacés par de nouvelles cartes du deck, sauf si c'est le dernier tour d'un joueur, comme je vous expliquerai un petit peu plus tard. Comment se déroule le jeu ? Dans Rise of the Wasteland, il n'y a pas de round ni de phase. Les joueurs jouent à tour de rôle jusqu'à ce que la fin de partie soit déclenchée à la fin d'un tour. Lors de votre tour, vous effectuez les étapes suivantes dans l'ordre que je vais vous dire. Vous allez répartir vos influences, réaliser vos actions, réclamer des objectifs, réinitialiser vos points d'action. Ainsi, chaque tour est dynamique et stratégique, et vos décisions influencent directement le déroulement du jeu et la domination finale sur les terres dévastées. Elles sont donc les phases de jeu un petit peu. Lors de votre tour, vous entrez dans la phase centrale du jeu. Réalisez vos actions. Chaque décision compte, car le nombre d'actions que vous pouvez effectuer dépend à la fois du coût de chaque action et du nombre de points d'action disponibles dans votre pool et votre surplus. Cette mécanique n'est pas seulement un outil de gestion, elle constitue un élément stratégique clé. Savoir quand utiliser vos points immédiatement ou les conserver pour le tour suivant peut faire la différence entre la domination et l'échec. Au début, tous les joueurs disposent de 4 points. Ce chiffre peut être augmenté jusqu'à 6 grâce à l'amélioration action supplémentaire et à un soutien du peuple positif. Cette limite illustre une logique intéressante. Plus votre population vous soutient, plus vous êtes capable de mobiliser vos forces, traduisant la relation entre influence sociale et capacité d'action militaire ou économique. Les points non utilisés ne sont pas perdus, vous pouvez les transférer dans votre surplus, jusqu'à 3. Ce mécanisme introduit un élément de planification inter-retour, où les ressources inutilisées, aujourd'hui, deviennent des opportunités demain. Cependant, il impose un choix tactique. Garder vos points pour l'avenir signifie reporter votre puissance immédiate. À la fin de votre tour, vous pouvez réclamer des objectifs. Et si vous les avez accomplis, les cartes objectifs sont doubles. Une partie facile et une partie difficile. Les 3 premiers objectifs doivent être réalisés dans leur version facile, tandis que les suivants exigent la version difficile et parfois un soutien du peuple positif. Cette mécanique est un exemple parfait de progression graduelle de difficulté.
Elle récompense les joueurs qui planifient sur le long terme et qui maintiennent de bonnes relations avec les factions ou la population. Lorsque vous placez vos jetons influence sur un objectif, cela réduit le soutien du peuple, des joueurs influencés, et peut leur donner des cartes pouvoir. Cette interaction illustre une dimension sociale et tactique du jeu. Chaque action influence non seulement vos ressources, mais également l'état et les capacités des autres joueurs. Gérer son influence, répartir ses jetons de manière judicieuse et anticiper les réactions des autres est crucial pour la victoire. Enfin, comme je vous disais, il faut réinitialiser vos points d'action. Les points utilisés retournent dans le pool, et tout surplus reste limité à 3 points. Cette étape de remise à zéro souligne l'importance de la gestion des ressources limitées et l'équilibre entre flexibilité et planification. Vous devez constamment peser vos actions, agir maintenant ou garder des points pour des opportunités futures. Cet exemple concret de gestion de risque et d'optimisation stratégique enrichit le gameplay en profondeur. En résumé, cette phase de jeu combine gestion de ressources, stratégie à long terme et interaction sociale. Elle illustre parfaitement l'ADN du jeu. Un monde où chaque décision compte, où l'influence se gagne et se dépense, et où la domination nécessite à la fois planification et anticipation des autres joueurs. Comme je disais, la fin de partie se déclenche lorsqu'un joueur n'a plus que 2 points d'influence ou moins dans son pool à la fin de son tour. À partir de ce moment, tous les autres joueurs ont un dernier tour pour agir, mais aucun nouvel objectif n'est tiré. Ensuite, une dernière répartition d'influence a lieu sur les cartes objectifs. Cette étape est cruciale, elle peut déterminer la victoire finale. La séquence commence avec le joueur qui a réclamé le 5e objectif en premier, puis se poursuit dans le sens aiguille d'une montre, jusqu'à ce que tous les jetons soient placés. À la fin de cette étape, le jeu est terminé. Cette mécanique illustre un point stratégique important. La gestion de l'influence tout au long de la partie est décisive. Les joueurs doivent planifier non seulement les actions immédiates, mais aussi leur influence future pour s'assurer de contrôler le résultat final. Il est fréquent qu'à la fin de la partie, 2 joueurs ou plus aient réparti le même nombre de jetons influence. Dans ce cas, les conditions secondaires de victoire entrent en jeu pour départager les égalités. Le joueur avec le soutien du peuple le plus élevé, le joueur avec le prestige militaire le plus élevé, le joueur avec le plus grand nombre d'améliorations, le joueur avec le plus grand nombre d'avant-postes sur la carte, le joueur avec le plus grand nombre de cristaux. Si une égalité persiste encore, les joueurs partagent la victoire. Cela souligne l'importance de planifier plusieurs stratégies en parallèle. Même si l'influence est un facteur principal de victoire, le contrôle des ressources, des avant-postes et du prestige militaire peut décider de l'issue finale. Cela vous incite à équilibrer expansion, influence et développement, plutôt que de se concentrer sur un seul aspect. Lors de votre tour, vous réalisez une série d'actions. Pour effectuer une action, vous dépensez un point d'action, ou 3 pour l'action construire un avant-poste de votre pool ou de votre surplus, vers un emplacement vide à côté de l'action. Vous voyez, vous le retrouvez ici. Si tous les emplacements sont occupés ou verrouillés, l'action ne peut pas être réalisée. Certaines actions, comme acheter ou propagande, nécessitent un coût. Si vous ne pouvez pas payer, l'action est impossible. La gestion des points d'action est une mécanique clé. Elle force le joueur à prioriser ses choix, à anticiper les blocages possibles et à planifier son tour en fonction des opportunités disponibles. Ici, nous avons l'action construire un avant-poste. Cette action est effectuée par les éclaireurs et coûte 3 points d'action. Elle peut être réalisée une seule fois par tour. Pour construire un avant-poste, votre éclaireur doit se trouver sur un espace de ville en ruine, que vous retrouvez sur les différentes tuiles. Je vous expliquerai également cela. Ensuite, vous choisissez un avant-poste sur le plateau joueur et vous le placez sur cet espace. L'éclaireur retourne sur votre plateau. Vous recevez une type de ressources générée par l'avant-poste. Cette action illustre la dynamique de recyclage et de récupération de ressources qui est au cœur du jeu. Elle combine exploration, gestion des unités et acquisition de ressources, tout en introduisant un élément stratégique et de timing, où et quand passer vos avant-postes peut influencer la partie entière. Cette phase met en avant l'essence du jeu. Chaque décision a des conséquences immédiates et à long terme. Chaque action doit être pesée et la maîtrise de l'influence, des ressources et de l'expansion est la clé de votre victoire. Vous avez l'action de recycler. L'action recycler est réalisée par les avant-postes et coûte 1 point d'action. Elle peut être effectuée jusqu'à 4 fois par tour, que ce soit avec le même avant-poste ou plusieurs différents. À chaque action de recycler, un avant-poste génère une ressource correspondant à son type. Les améliorations, comme productivité accrue ou les extensions d'avant-poste, peuvent augmenter la quantité de ressources générées par cette action. Cela illustre l'importance des exploitations efficaces des ressources. Planifier quelle unité et quel avant-poste utiliser maximise votre production et votre capacité à soutenir votre expansion ou vos actions militaires. C'est une action simple mais stratégique où chaque ressource compte. Ici vous avez le déplacement. L'action déplacée est effectuée par les éclaireurs et les armées, coûte 1 point d'action. Elle peut réaliser jusqu'à 4 fois par tour, permettant de déplacer une unité vers un espace adjacent ou valide. L'amélioration, vitesse souterrain, peut augmenter les possibilités de déplacement. Lors de plusieurs déplacements consécutifs, vos unités peuvent traverser des espaces occupés par vos propres avant-postes ou unités, mais jamais par ceux de l'ennemi. Chaque unité doit finir son mouvement sur un espace vide, c'est-à-dire un espace sur une tuile visible, sans montagne, lac toxique, avant-poste ou unité ennemie. Déplacer vos unités est plus qu'un simple mouvement. C'est une question de positionnement stratégique. Bien choisir où et quand déplacer vos éclaireurs ou armées vous permettre d'explorer efficacement, de sécuriser les ressources et de préparer une attaque. La possibilité de traverser vos propres structures offre une flexibilité qui récompense la planification intelligente. Ici nous avons l'action d'explorer. Celle-ci est réalisée par les éclaireurs et coûte 1 point d'action, mais elle peut être faite qu'une seule fois par tour. Pour explorer, l'éclaireur doit être adjacent à une tuile face cachée. Car en effet, j'ai révélé les tuiles ici pour vous donner une idée à quoi ça ressemble, mais elles sont placées face cachée. Bien entendu, lors de la mise en place. Vous retournez la tuile et vous positionnez-la comme vous le souhaitez sur la carte. Piochez une carte du deck événement exploration et résolvez-la. Les événements peuvent être de 2 types. Choix entre 2 options. Le joueur décide de la meilleure stratégie à adopter. Rencontre. Placez une unité neutre sur l'icône de rencontre. Ces unités neutres ne lancent pas d'attaque, mais peuvent être attaquées par n'importe quel joueur. Une fois vaincues, elles donnent la récompense indiquée sur leur carte et sont retirées de la carte. Vous avez des éléments
pour symboliser ces unités. Explorer introduit l'incertitude et la découverte, deux éléments centraux de l'expérience du jeu. Cette action combine exploration, prise de décision et confrontation potentielle, ce qui renforce le caractère dynamique et imprévisible du monde post-apocalyptique. Planifier vos explorations et anticiper les rencontres est clé pour obtenir un avantage stratégique. En résumé, ces trois actions, recycler, déplacer, explorer, offrent un équilibre entre production, mobilité et ressources. Chaque choix influence directement votre capacité à contrôler les ressources, la carte et vos interactions avec les autres joueurs. Elles illustrent la profondeur tactique et la richesse stratégique de Rise of the Wasteland. Ici, nous avons l'action d'attaquer. L'action d'attaquer est effectuée par une unité d'armée et coûte un point d'action. Elle peut être réalisée jusqu'à 2 fois par tour. Lorsqu'une unité est adjacente à une cible, qu'il s'agisse d'unité ennemie, d'avant-poste, de capitale ou d'unité neutre, elle peut engager le combat selon les règles de combat. L'attaque est une action directe pour contrôler la carte et limiter les ressources des adversaires, mais elle ajoute une dimension tactique. Décider quand et contre qui attaquer peut inverser l'équilibre de la partie. Elle illustre la tension permanente entre expansion, défendre et opportunisme. Vous avez l'action d'acheter. L'action d'acheter est réalisée par la capitale et coûte un point d'action. Elle peut être effectuée jusqu'à 3 fois par tour. Avec ces actions, vous pouvez acquérir amélioration, bâtiment, éclaireur et armée. Pour acheter une unité, il faut la placer sur un espace vide adjacent à votre capitale ou à un de vos avant-postes. Vous pouvez utiliser les cristaux comme n'importe quel type de ressources pour payer vos achats, offrant une flexibilité stratégique précieuse. Acheter permet de développer vos infrastructures et vos forces. C'est une action clé pour progresser sur le long terme. La possibilité d'utiliser des cristaux comme joker renforce la flexibilité et récompense la gestion optimisée des ressources. Vous avez l'action de propagande. Elle est également réalisée par la capitale et coûte un point d'action. Elle peut être effectuée jusqu'à 2 fois par tour. Pour la réaliser, vous payez un cristal. Ensuite, vous choisissez augmenter votre soutien du peuple de 1 point ou diminuer le soutien du peuple d'un adversaire de 1 point. Cette action est initialement verrouillée. Pour la débloquer, il faut construire la tour de communication dans votre capitale. La propagande introduit une dimension sociale et politique au jeu. Elle permet de manipuler l'influence et la loyauté, ajoutant une couche stratégique sur la gestion du peuple et la compétition entre factions. Les choix entre renforcer votre population ou affaiblir celle des autres créent des dilemmes intéressants. Ici, nous avons l'action d'échanger. Elle est également réalisée par la capitale, coûte un point d'action, peut être effectuée jusqu'à 2 fois par tour. Pour chaque action, dépensez 2 ressources, même type ou différentes, pour obtenir un cristal. Cette efficacité peut être améliorée grâce à l'amélioration d'échanges améliorés. Échanger est une action de conversion stratégique de ressources. Elle permet de préparer des achats ou de la propagande. Introduit un élément de flexibilité économique. Bien gérer vos échanges peut optimiser vos tours et vos actions futures. En résumé, ces actions, attaquer, acheter, propagande et échanger, ajoutent de la profondeur stratégique. Elles combinent combat, expansion, influence sociale et gestion de ressources, offrant aux joueurs de multiples voies pour contrôler le jeu et préparer la victoire. Ici, l'action carte de pouvoir, Power Card. Cette action, réalisée par la capitale, coûte un point d'action. Elle peut être effectuée jusqu'à 2 fois par tour. Pour l'utiliser, payez un cristal, piochez une carte pouvoir, ou défausser une carte pouvoir de votre main pour obtenir un cristal. Cette action ajoute une flexibilité stratégique. Les cartes pouvoir offrent des avantages ponctuels ou continus, mais la possibilité de les échanger contre des cristaux crée un dilemme tactique. Gardez le pouvoir pour un effet immédiat ou l'utiliser pour renforcer vos actions futures. Ici, c'est l'action de collecter des taxes. Elle se fait également par la capitale et coûte un point d'action. Elle peut être effectuée jusqu'à 2 fois par tour. Chaque collecte rapporte un cristal. Cependant, votre soutien du peuple diminue de 1. Cette action illustre la gestion des compromis. Elle permet d'obtenir des ressources rapidement, mais au prix de la popularité. Même si votre soutien du peuple est déjà au minimum, il n'y a aucune conséquence supplémentaire, ce qui offre une marge de manœuvre pour des stratégies agressives à court terme. Parlez un petit peu des unités maintenant. Vous avez donc plusieurs unités. Les scouts, leurs actions possibles sont construire un avant-poste, explorer, déplacer. Et vos combats basiques, ils ne peuvent pas attaquer. Les scouts sont vos explorateurs et collecteurs de ressources. Leur force ne réside pas dans le combat, mais dans la mobilité et la capacité à étendre votre influence sur la carte. Bien les utiliser est essentiel pour préparer vos avant-postes et vos événements d'exploration. Ici nous avons les armées. Ces actions possibles, déplacer et attaquer. Niveau de combat basique au départ, mais peut être amélioré en moyen puis supérieur. Les armées représentent votre puissance militaire. Elles permettent de protéger vos avant-postes, attaquer les ennemis, neutraliser les unités neutres. L'évolution de leur niveau de combat ajoute une dimension de progression tactique, où la préparation et le timing des attaques peuvent faire basculer la partie en votre faveur. Les actions de cartes pouvoir et de taxes combinées aux capacités spécifiques des scouts et des armées créent un écosystème stratégique complet. Production et collecte des ressources, contrôle du terrain, influence sociale et puissance militaire. Chaque décision et ses actions influencent directement votre développement et votre domination. Dans Rise of the Wasteland, il existe 3 types de construction. Capitale, avant-poste, bâtiment. Les capitales et les avant-postes sont placés directement sur la carte, tandis que les bâtiments sont placés sur la capitale ou les avant-postes. Chaque joueur commence avec une capitale placée sur sa tuile. Sa fonction, c'est la base de la faction. Niveau de la défense, rang de combat supérieur, même si elles ne peuvent pas attaquer. Résistance, elles ne peuvent pas être détruites, mais elles peuvent être défaites. La capitale représente le cœur stratégique et logistique de votre faction. Elle n'attaque pas, mais sa défense solide protège vos ressources et votre influence. Sa présence permanente sur la carte stabilise le jeu et sert de point de référence pour toutes les expansions. Vous avez ici différents bâtiments de capitale. Le laboratoire technique, le Tech Lab, permet de débloquer les améliorations niveau 2. Si le laboratoire est détruit,
par exemple pour une carte sabotage, les améliorations déjà acquises restent actives. Vous avez le marché qui débloque 2 actions buy supplémentaires, permettant de réaliser jusqu'à 3 actions buy par tour. La tour de communication qui elle débloque l'action propagande et fournit un bonus de +1 à la force de combat. Ces bâtiments sont essentiels pour renforcer votre économie et vos capacités stratégiques. Ils illustrent la progression technologique de la diversification des actions. Construire et améliorer vos bâtiments est aussi crucial que placer vos avant-postes ou unités. Les avant-postes maintenant, construits sur une ville en ruine par vos scouts. Défense, rang de combat moyen, mais ils ne peuvent pas attaquer. Au départ, vous commencez avec 4 avant-postes, chacun dédié à un type de ressource. Chaque avant-poste génère une ressource par action recycle. À la construction, il génère déjà une ressource immédiate et peut effectuer des actions de recycle dès le même tour. Lorsqu'un avant-poste est vaincu, il est retiré de la carte avec son expansion éventuelle et retourne sur votre plateau joueur. Les avant-postes sont le cœur de votre production et expansion. Leur placement stratégique influence vos ressources et votre capacité à maintenir vos unités et vos bâtiments. Ils combinent protection, production, planification à long terme. Vous avez différentes extensions d'avant-postes qui sont construites sur un avant-poste existant. À la production, il génère une ressource supplémentaire lors de chaque action de recycle de l'avant-poste. Lors du combat, cela fournit un bonus de +2 à la force de combat de l'avant-poste. Pour le soutien, un point de soutien du peuple est immédiatement accordé à la construction. Les extensions d'avant-poste représentent un renforcement stratégique et social. Elles augmentent la productivité, améliorent la défense et renforcent votre popularité auprès de la population, ce qui peut influencer à la fois vos ressources et vos actions politiques dans le jeu. La gestion des constructions dans le jeu combine défense, production, influence, progression technologique. Chaque choix de construction a un impact sur votre capacité à gérer des ressources, protéger vos unités et étendre votre influence, soulignant la profondeur stratégique du jeu. Dans Rise of the Wasteland, les améliorations permettent d'augmenter la puissance de vos armées, vos actions et vos capacités globales. Elles s'acquièrent via l'action d'acheter et leurs effets sont appliqués immédiatement. Au début, vous ne pouvez acheter que des améliorations niveau 1. Construire le laboratoire débloque l'accès aux améliorations niveau 2. Si votre laboratoire est détruit, les améliorations de niveau 2 déjà acquises restent actives. Lorsqu'une amélioration est acquise, placez un cube de faction sur son emplacement pour indiquer que vous la possédez. Quelles sont les améliorations de niveau 1, de base? C'est donc l'échange amélioré. Lorsque vous réalisez une action de trade, vous ne dépensez qu'une ressource pour obtenir un cristal. Cela réduit le coût des conversions de ressources, vous donnant plus de flexibilité pour les achats ou la propagande. Vitesse souterrain, c'est vos unités se déplacent d'une case supplémentaire par action move. Elles peuvent traverser tous les types de terrain sans restriction ni pénalité, mais doivent terminer leur mouvement sur une case vide. Cette amélioration améliore votre mobilité stratégique, permettant d'étendre plus rapidement les objectifs et de contourner les obstacles. Immunité à la radioactivité. Vos unités avant-poste et capitales ne subissent pas les effets de la radioactivité, y compris les nuages toxiques. Protégez vos constructions et unités contre certaines menaces environnementales, assure une stabilité à long terme. Soutien au combat, ajoute +2 à la force de combat, tant que votre soutien du peuple est +2 ou +3. Relier le moral à la population efficace militaire renforce la dimension sociale et tactique. Entraînement au combat, ajoute +1 à la force de combat. Ça améliore votre puissance militaire de base, utile pour vous défendre vos avant-postes ou attaquer vos ennemis. Combat moyen, vos armées ont désormais le rang de combat moyen. Cela représente une progression militaire, ouvrant la voie aux améliorations de niveau supérieur. Amélioration de niveau 2 maintenant. Action supplémentaire. Vous obtenez un point d'action supplémentaire utilisable immédiatement. Si vous perdez cette amélioration, le point d'action revient dans le socket de gauche de cette amélioration. Cela augmente votre flexibilité et vos options à chaque tour, permettant de réaliser plus d'actions ou de réagir aux adversaires. Productivité accrue. Chaque action de recycle sur vos avant-postes génère une ressource supplémentaire. Cela booste vos productions de ressources, accélérant vos achats et votre développement, ce qui peut vous donner un avantage économique décisif. Combat supérieur. Vos armées passent au rang de combat supérieur. Pour l'acquérir, il faut d'abord posséder l'amélioration combat moyen. Cela transforme vos armées en véritable force de frappe, capable de dominer les combats et de sécuriser vos avant-postes ou ressources clés. Les améliorations rajoutent une couche de progression et de stratégie, reliant ressources, mobilité, combat et soutien du peuple. Bien planifier l'ordre et le type d'amélioration à acquérir est essentiel pour optimiser vos tours et votre domination. Ici nous avons les cartes de pouvoir. Les cartes de pouvoir sont un type spécial de cartes avec deux fonctions exclusives. Fournir une action puissante ponctuelle, augmenter la force de combat de vos unités. La section action indique l'action spéciale que vous pouvez effectuer avec la carte. Chaque carte précise quand et comment elle peut être utilisée dans le jeu. En général, jouer une carte ne coûte pas de points d'action, mais certaines cartes demandent de déplacer un point d'action vers le socket correspondant. Vous ne pouvez pas utiliser une carte si aucun socket est disponible, l'action n'est pas encore débloquée, vous n'avez plus de points d'action. Cette section rend chaque carte polyvalente et tactique. Elle permet d'agir en dehors du tour classique, ajoutant flexibilité et surprise stratégique dans vos choix. Savoir quand jouer une carte peut changer le cours d'un combat ou accélérer votre développement. Cette section combat que vous retrouvez en bas indique 3 valeurs correspondantes au rang de combat. Basique, moyen, supérieur. Lors d'un combat, votre rang de combat dépend de l'adversaire. Armées commencent basique et peuvent passer de moyen à supérieur. Éclaireur toujours basique. Avant-poste moyen, capital supérieur. Les valeurs basiques par rang. Basique 1, 2, 3, 4, moyen 2, 3, supérieur 3, 4, 5. La section combat fait des cartes de pouvoir un outil essentiel en combat, capable de renverser les affrontements si bien utilisés. Elle permet de compléter la force de vos unités, de surprendre l'adversaire ou de sécuriser une victoire stratégique. Vous pouvez obtenir des cartes de plusieurs façons. En réalisant l'action Power Card, payant un cristal, lorsqu'un joueur vous influence et que le jeton d'influence tombe sur un slot avec l'icône tirer une carte de pouvoir. Avec la capacité du leader faction Power Seeker, comme récompense d'événements d'exploration ou après avoir gagné un combat. La diversité des méthodes d'acquisition encourage une stratégie multiple, combinant influence, combat et exploration. Les cartes deviennent ainsi un élément central de la progression et de la tactique.
Les cartes pouvoir sont un mélange unique de puissance ponctuelle de renforcement militaire, offrant flexibilité, stratégie et surprise dans chaque partie. Bien les gérer peut changer le cours du jeu, renforcer vos unités et vous donner un avantage décisif sur vos adversaires. Parlons maintenant du combat. Le combat se déclenche lorsqu'une armée effectue une action attaquée contre une unité ennemie adjacente, un avant-poste, une capitale ou une unité neutre. Avant de s'engager, il est essentiel de connaître les modificateurs de combat applicables à chaque joueur, le nombre de cubes leaders disponibles, les récompenses potentielles. Ces informations vous permettent de décider si le combat en vaut la peine. Comment se passe une séquence de combat joueur contre joueur? L'attaquant piochera une carte pouvoir, puis le défenseur. Chaque joueur choisit entre la carte tirée et les cartes déjà en main. La valeur du rang de combat utilisé est déterminée par la carte choisie. Jouer la carte pouvoir est stratégique. Jouer une carte au bon moment peut augmenter considérablement votre force, influencer l'issue du combat et créer des surprises tactiques. Chaque joueur consulte les modificateurs applicables sur ses cartes de référence. Cette information est ouverte et partagée par tous les joueurs. Cela permet une planification transparente et stratégique, où chacun peut évaluer les risques et les avantages avant de s'engager. Chaque joueur reçoit un jeu de cartes tactiques de combat. En secret, chaque joueur choisit une carte indiquant le nombre de cubes leaders utilisés, 0 à 3. Chaque cube leader ajoute plus en la force de combat. À cette étape, introduit un élément de bluff et de tactique secrète, car vous devez anticiper les choix de votre adversaire tout en optimisant vos ressources. Puis vient la phase de résolution. Les joueurs révèlent simultanément leur carte de pouvoir et leur carte tactique. Chaque joueur additionne la valeur de la carte tactique, la valeur du rang de combat sur la carte pouvoir, et les modificateurs de combat. Le total détermine la force de combat de chaque joueur. Le joueur avec la force la plus élevée remporte le combat. En cas d'égalité, ni vainqueur ni perdant. Cette méthode combine préparation, hasard et stratégie, offrant un système de combat équilibré où les choix tactiques et la gestion des ressources comptent autant que la chance. Quelles sont les conséquences du combat? Les cartes de pouvoir utilisées sont placées dans la pile de défausse. Le joueur vaincu retire l'unité ou l'avant-poste impliqué de la carte et le replace sur son plateau joueur. Les cubes utilisés, le vainqueur les garde. Le vainqueur, ou les deux en cas d'égalité, perd les cubes utilisés. Les joueurs reçoivent les récompenses de combat correspondantes. Le système de conséquences assure que le risque est réel, tout en permettant aux joueurs de se relever après une défaite. Les récompenses et pertes incitent à choisir soigneusement ses combats, plutôt que d'attaquer impulsivement. Le combat combine cartes, cube leader, modificateurs stratégiques dans un système profond, tactique et équilibré, où chaque décision peut influencer la dynamique de la partie. Il existe deux types de modificateurs de combat, par défaut et acquis. Par défaut, ces modificateurs s'appliquent toujours dans tous les combats. Plus 1 si vous êtes l'attaquant, plus 2 si votre soutien du peuple est plus 2 ou plus 3, plus 1 si vous avez plus de prestige militaire que votre adversaire, seulement joueur contre joueur, moins 1 si votre unité se trouve sur une case désertique. Les modificateurs par défaut reflètent la situation du terrain, la position et le moral, ajoutant une dimension stratégique supplémentaire au choix des combats. Les modificateurs acquis, ces modificateurs proviennent de bonus ou d'améliorations spécifiques. Plus 1 si vous avez construit la Com Tower, plus 2 si vous possédez l'amélioration combat support et que votre soutien du peuple est de plus 2 et plus 3. Plus 1 si vous avez l'amélioration combat training, plus 2 si un de vos avant-postes est attaqué et qu'une extension d'avant-poste y est construite. Ces modificateurs récompensent une préparation et un développement stratégique, encourageant les joueurs à investir dans les bâtiments et les améliorations pour renforcer leur puissance militaire. Ce sont donc les récompenses, selon le type et la cible. Attaquant réussissant le combat, plus 1 en combat militaire, toujours en joueur contre joueur bien entendu. Égalité, plus 1 de prestige militaire pour le défenseur. Défaite d'une armée, plus 1 de prestige militaire et un lancer de dés de butin pour l'attaquant et le défenseur. Défaite d'un scout, aucune récompense. Défaite d'avant-poste, plus 1 de prestige militaire et 2 lancer de dés de butin. Le joueur vaincu récupère 2 ressources de l'avant-poste. Défaite d'une capitale, plus 2 points de prestige, 2 lancers de dés de butin. L'attaquant peut placer un jeton influence sur le joueur vaincu immédiatement, sans nécessité de soutien du peuple positif. L'attaquant ne peut plus attaquer cette capitale. Les récompenses de combat sont conçues pour équilibrer risques et gains. Attaquer une capitale ou un avant-poste pour apporter gros, peut comporter des risques. Les points de prestige militaire et les ressources obtenues stimulent la compétition et la planification stratégique. Si c'est un combat contre une unité neutre, le joueur suit la séquence de combat normale. Un autre joueur joue le rôle d'unité neutre. La force de combat de l'unité neutre est déterminée par la pioche d'une carte pouvoir et un jet de dés. La force est révélée à la fin du combat. La récompense est indiquée sur la carte événement exploration correspondante. Les combats contre des unités neutres introduisent un élément imprévisible, idéal pour tester vos forces, obtenir des ressources ou explorer sans risquer un conflit direct avec un joueur. Les modificateurs et récompenses de combat ajoutent une profondeur stratégique à chaque affrontement. Ils obligent les joueurs à peser les risques, planifier leur développement et choisir le bon moment pour attaquer, rendant le jeu à la fois tactique et dynamique. Dans Rise of the Wasteland, chaque faction dépend essentiellement de son peuple. Le soutien du peuple reflète le moral et l'attitude des citoyens et influence vos capacités, vos actions et le déclenchement de la fin de partie. Le soutien du peuple suit sur le plateau joueur. Au début de la partie, votre peuple est neutre. Valeur maximale, plus 3-3. La fin de partie peut être déclenchée sans soutien positif si un joueur place son 5e jeton influence en battant la capitale d'un autre joueur. Pour réclamer le 5e, 6e, 7e exploit, vous devez avoir un soutien positif. Tant que votre soutien est positif, vous obtenez un point d'action supplémentaire par tour.
Si vous avez l'amélioration combat support, votre soutien peut également augmenter votre force de combat. La première fois que vous assignez plus 3 ou moins 3, recevez un cube leader. Le soutien du peuple ajoute une dimension sociale et stratégique. Il relie morale, action et puissance militaire, encourageant à maintenir l'équilibre entre expansion, combat et satisfaction du peuple. Comment augmenter le soutien du peuple? Les actions de propagande. Choisissez d'augmenter votre boîte de soutien de plus 1. Prestige militaire. Chaque fois que vous atteignez un nombre pair sur la piste de prestige militaire, 2, 4, 6, 8, votre soutien augmente de plus 1. Construction d'une extension d'avant-poste. Chaque extension construite augmente votre soutien de plus 1. Certains événements, exploration et la carte de pouvoir rumeur peuvent également modifier le soutien. Ces mécanismes permettent de lier expansion, action et morale, encourageant les joueurs à investir dans les bâtiments et les upgrades pour maintenir un peuple loyal et productif. Et comment diminuer le soutien? Action de propagande réduit de 1 le soutien d'un autre joueur. Être influencé par son adversaire. Chaque jeton influence reçu diminue votre soutien de moins 1. L'action de collecter des taxes diminue votre soutien de moins 1, même si celui-ci est déjà négatif. La diminution du soutien introduit un élément de conflit indirect, où les joueurs peuvent influencer mutuellement leur population pour ralentir le développement ou limiter les actions supplémentaires. Si votre soutien tombe à 0 pendant votre tour, vous devez retirer immédiatement un point d'action utilisé, ou n'importe lequel si tous ont été utilisés, et le replacer sur la piste soutien du peuple. Ce mécanisme crée un risque concret pour la gestion du moral, rendant la stratégie sociale essentielle. La gestion du peuple devient ainsi un équilibre entre expansion, combat et influence politique. Le soutien du peuple est un élément clé dans le jeu, car il impacte vos actions, votre puissance militaire et la fin de partie. Bien le gérer peut accélérer vos tours, renforcer vos unités et vous permettre de réclamer des exploits difficiles, tandis que le négliger peut freiner votre développement et vous rendre vulnérable aux autres joueurs. La carte dans Rise of the Wasteland est composée de tuiles modulaires, chacune divisée en 7 cases. Chaque case peut contenir différents types de terrains et icônes spéciales. Vous avez les capitales, les plaines, les cités en ruine, les montagnes, le désert et ici les lacs toxiques. La capitale est présente sur chaque tuile capitale. Au début de la partie, chaque joueur place sa capitale sur cette tuile. La capitale sert de centre stratégique, point de départ pour l'expansion, la production et le contrôle du territoire. Les plaines. Ces cases n'ont aucune caractéristique spéciale, mais elles sont souvent illustrées pour l'immersion visuelle. Les plaines offrent des zones sûres pour le mouvement et le positionnement, idéales pour des manœuvres tactiques simples. Les villes en ruine, les scouts peuvent construire des avant-postes uniquement sur ces cases. Les villes en ruine deviennent des points stratégiques de production et de contrôle, essentiels pour gérer des ressources et étendre votre influence. Les unités ne peuvent pas traverser les montagnes, ni terminer leur mouvement sur une montagne, à l'exception de l'amélioration tout-terrain, que les unités peuvent traverser mais ne peuvent toujours pas s'arrêter dessus. Les montagnes sont des plaques naturelles, ajoutant une dimension tactique et stratégique. Le désert, les unités ne peuvent pas effectuer de mouvements supplémentaires après s'y être déplacées. Sortir du désert au tour suivant se fait normalement. Combat, les unités sur un désert reçoivent moins 1 en force. Avec l'amélioration Alternate Speed, aucune pénalité de mouvement ne s'applique. Le désert impose des restrictions de mouvement et de combat, forçant les joueurs à planifier leur déplacement avec prudence. Le lac toxique peut être traversé normalement, mais les unités ne peuvent pas y terminer leur tour. Similaire aux montagnes, ces cases créent des zones tactiques à contourner. Ici, vous avez un icône de radioactivité. Au début de votre tour, si une unité se trouve sur une case radioactive, lancez un D6, un 3, unité perdue, 4-6 survivantes. Avec l'amélioration Radioactivity Immunity, aucun test n'est nécessaire. Cette mécanique ajoute un élément de hasard et de risque, obligeant à peser les gains et les pertes avant d'occuper certaines cases. Ici, c'est l'icône de rencontre. Lorsqu'une tuile est explorée, un événement exploration peut déclencher l'apparition d'une unité neutre. L'unité neutre est placée sur la case avec l'icône rencontre. L'étude de la carte combine différents types de terrains et d'icônes, créant une richesse stratégique et tactique. La gestion des mouvements, la construction des avant-postes et la prise de risque face à la radioactivité ou rencontre neutre déterminent l'efficacité de votre expansion et de votre contrôle du territoire. Les factions et les leaders. Chaque faction possède un leader unique, représenté sur le plateau. Chaque leader a 3 capacités uniques et 5 cubes leaders. Les cubes leaders savent activer les capacités. Les capacités, sauf tactique de combat, ne peuvent être utilisées qu'une seule fois par tour, et seulement pendant votre tour. Les leaders ajoutent une couche de stratégie individuelle, où chaque joueur peut exploiter les capacités uniques pour renforcer sa faction et surprendre ses adversaires. Chaque leader a un objectif personnel reflétant ses aspirations. Réaliser cet objectif offre 2 cubes leaders supplémentaires. Les cubes leaders sont consommés à chaque utilisation, donc leur gestion est cruciale. Cette mécanique introduit une dimension stratégique sur le long terme, où les joueurs doivent décider quand utiliser ou conserver leur cube leader pour maximiser leur efficacité. Quel est le moyen d'obtenir des cubes leaders? Atteindre le but personnel du leader, atteindre plus 3 ou moins 3 au soutien du peuple pour la première fois. Si la réserve de cubes leader est pleine, placez les cubes supplémentaires à proximité. Ces mécanismes encouragent la planification et la diversification des stratégies, car le joueur peut obtenir des ressources cruciales pour activer ses capacités au bon moment. Vous avez également avec le jeu ce petit module, qui s'appelle le module nuage toxique. Vous placez les jetons nuage toxique à côté de la carte, vous ajoutez les 3 nouvelles cartes pouvoir au deck existant et vous mélangez. Assurez-vous que certaines tuiles contiennent des lacs toxiques. Lorsqu'une tuile avec un lac toxique est révélée, placez un jeton nuage toxique sur la case. À la fin de chaque tour, le joueur actif doit gérer le mouvement des nuages. Le nuage se déplace jusqu'à ce qu'il quitte la carte, ajoutant un risque constant et dynamique sur les unités sur le terrain. Ce module introduit un élément de hasard et de danger environnemental, forçant les joueurs à adapter leur stratégie de mouvement et de placement d'unités. Cela rend l'exploration plus risquée et engageante, tout en offrant des opportunités tactiques pour piéger ou contourner les adversaires. Les factions et les leaders offrent une stratégie personnalisée et dynamique, tandis que le module nuage toxique ajoute une dimension imprévisible et tactique à chaque partie. La combinaison de ces éléments enrichit profondément le gameplay, rendant chaque partie critique et excitante. Le nuage toxique ajoute un élément dynamique et dangereux à la carte, impactant le mouvement, les ressources et les actions des joueurs. La direction des nuages est déterminée par la carte mouvement, que
que vous avez ici. Au début du jeu, définissez le nord de la carte, puis placez la carte mouvement alignée avec le nord. À la fin du tour, lancez un D6, utilisez la carte pour déterminer la direction du vent. Déplacez tous les nuages d'une case dans la direction. Si un nuage entre dans une zone non découverte ou quitte la carte, il est retiré du jeu. Une unité sur un nuage toxique ne peut effectuer que l'action déplacement. Les nuages affectent les unités de la même manière que l'icône radioactivité. Les nuages n'affectent pas les unités neutres. L'amélioration immunité à la radioactivité protège également contre les nuages toxiques. Les effets sur la construction. Sur un avant-poste, il ne peut pas effectuer d'action recycle sur ce tour-là. Sur une capitale, le joueur ne peut réaliser aucune action de la section capitale sur ce tour. Vous avez également 3 tuiles spéciales qui viendront enrichir le jeu. Le cratère de cristal, la cité isolée et les explorateurs perdus. Le cratère de cristal représente un énorme cratère rempli de cristaux. Un scout sur n'importe quelle case de cette tuile peut effectuer l'action explorer pour obtenir un cristal. Toutes les cases peuvent être traversées comme des plaines normales. La ville isolée, une ville restée isolée par les déserts environnants, fonctionne comme une puissante unité neutre. Force de combat, supérieur combat +1, récompense, 2 points de prestige, 2 lancers de dés de loot. Une fois vaincu, elle ne peut plus être attaquée, mais la case centrale peut être traversée comme une plaine normale. Les explorateurs perdus, cette tuile représente un monde calme, avec une carrière centrale. Les explorateurs de toutes les factions se sont aventurés dans cette formation étrange, mais se sont perdus en chemin. Au début de la partie, chaque joueur place un cube de faction au centre de la tuile, représentant l'explorateur perdu. Pour secourir votre explorateur, vous devez atteindre la case centrale avec une armée ou un scout. Déplacez ensuite votre unité hors de la tuile pour valider le sauvetage. Retirez votre cube du centre et gagnez 2 points de soutien du peuple, plus un lancer de dés de loot. Pour traverser les montagnes et atteindre le centre, vous devez avoir l'amélioration Alternate Speed. Une fois l'explorateur secouru, la case centrale ne peut plus être revisitée. Je vais maintenant vous parler, après toute ces règles, j'espère que ça vous plaît d'ailleurs comme vidéo. Je rajoute un petit peu d'analyse et mon avis sur les systèmes de jeu. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. On va parler donc, comme je viens de vous dire, du mode solo maintenant. Le mode solo se joue avec ces cartes-là. Le mode solo permet de jouer seul contre des joueurs automatisés, ou dans un jeu à 2 joueurs humains, en ajoutant 1 ou 2 joueurs automatisés. Dans un jeu à 3 joueurs humains, vous ne pouvez ajouter qu'un seul joueur automatisé. Les joueurs humains suivent les règles normales, tandis que les joueurs automatisés suivent des actions réduites définies par les cartes actions. Ce module permet de s'entraîner seul ou de jouer avec moins de joueurs humains, tout en conservant un défi stratégique. Chaque carte est divisée en 2 moitiés. La moitié supérieure pour le joueur automatisé 1, la moitié inférieure pour le joueur automatisé 2. S'il n'y a qu'un seul joueur automatisé, utilisez seulement la moitié supérieure. Les armes d'action automatisées, placer une unité d'armée adjacente en avant-poste ou à la capitale, obtenir un upgrade moyen ou de combat, réclamer un accomplissement, explorer une tuile, construire un avant-poste, ce genre de choses. Les cartes sont divisées en 3 sous-ensembles, début, milieu, fin, plus une carte de départ. Certaines cartes affichent réclamer un accomplissement pour indiquer que le joueur automatisé prend un accomplissement au cours de son tour. Ces cartes actions automatisées permettent de simuler un adversaire compétitif sans nécessiter un joueur humain, tout en gardant la progression logique et équilibrée du jeu. Vous préparez le plateau et les composants comme pour un joueur humain. Pour les joueurs automatisés, utilisez le plateau joueur rempli avec les composants de la couleur correspondante, préparez le deck action automatisé selon la difficulté choisie. En fonction de la difficulté, vous retirez des cartes. Il y a facile, moyen, difficile. Ensuite, vous mélangez chaque sous-ensemble séparément, puis vous assemblez le deck final. Ce système garantit que les joueurs automatisés progressent logiquement au fil de la partie, avec des actions adaptées à chaque phase. Ce qui produit un vrai challenge stratégique, même en mode solo. L'ordre du tour est le suivant. Un joueur humain commence toujours la partie. L'ordre de tour des autres joueurs est déterminé par l'emplacement des capitales sur la carte, en suivant le sens horaire à partir de la capitale du premier joueur. Les joueurs continuent de jouer jusqu'à ce qu'un joueur humain ou automatisé ait 2 jetons d'influence ou moins dans sa réserve, ce qui déclenche la fin de partie. La résolution de la fin de partie est le calcul du gagnant suivant les règles du jeu standard. Cet ordre de jeu garantit que le joueur humain conserve toujours l'avantage d'initiative, mais que les joueurs automatisés restent imprévisibles et compétitifs en fonction de leur position sur la carte. Chaque tour d'un joueur automatisé se compose de 4 étapes principales. Allouer l'influence. Les joueurs automatisés répartissent leur influence à partir du joueur suivant dans l'ordre de jeu. Ils suivent cet ordre pour chaque nouvelle allocation. Comme pour les humains, les joueurs influencés peuvent recevoir des cartes pouvoir. Ensuite, tirez une carte du deck action automatisé. Si c'est le joueur automatisé ou le seul joueur automatisé en jeu, il tire une nouvelle carte, sinon cette étape est ignorée. Effectuez l'action de la carte. L'automatisé réalise l'action de la moitié supérieure de la carte, ou moitié inférieure si c'est le second joueur automatisé. La règle spécifique selon l'action, placer une armée sur une case valide sans radioactivité. Construire un avant-poste, choisir l'ordre des types, eau, munitions, énergie, métal, recevoir une ressource correspondante. Explorer une tuile, retourner une tuile non découverte, la placer dans n'importe quelle orientation, puis tirer et résoudre la carte. Événement exploration. Si le joueur automatisé ne peut pas effectuer l'action, il passe son tour pour cette étape. Ensuite, réclamer un accomplissement. Si la carte le spécifie, le joueur automatisé prend l'accomplissement correspondant. Le mécanisme de joueur automatisé simule un adversaire actif mais prévisible, ce qui permet aux joueurs humains de planifier leur stratégie, tout en maintenant un niveau de défi. L'IA suit un ordre logique pour les ressources, ce qui reflète une stratégie optimisée et constante. Le fait de toujours choisir la première option lors de l'exploration simplifie les décisions et accélère le rythme du jeu. Un joueur automatisé réclame un accomplissement si la carte l'indique, même si l'action associée n'a pas pu être effectuée. Le combat contre un joueur automatisé fonctionne comme contre un joueur humain. Toute cette mécanique assure que l'IA reste compétitive sans être trop complexe. Elle simule une stratégie graduée selon le moment de la partie, début, milieu ou fin, et reste facile à gérer pour le joueur humain. Après ces règles de ce mode solo, je vais vous donner mon avis sur le jeu. Dès qu'on ouvre la boîte de Rise of the Wasteland, l'atmosphère vous saisit. Chaque élément, chaque tuile, chaque pion évoque un monde ravagé par une catastrophe planétaire. Les villes en ruine, les plaines désolées,
Les cratères de cristal étincelants et les nuages toxiques flottant sur le plateau racontent une histoire avant même de poser une seule action. On ne joue pas simplement à un jeu, on se glisse dans la peau d'un leader tentant de reconstruire un monde brisé. Le rythme du jeu est parfaitement équilibré, chaque tour est une oscillation entre tension et anticipation. La location d'influence marque le début du tour et impose déjà un choix stratégique crucial. Placer ses jetons pour affaiblir l'adversaire, renforcer sa position ou préparer les tours suivants. Cette simple étape suffit à créer un léger frisson, car chaque placement influence la dynamique du plateau et des interactions humaines. Les actions disponibles sont variées et riches en conséquences. Construire un autre poste dans une ville en ruine, envoyer un scout explorer une tuile inconnue, déplacer ses unités avec précision, acheter des améliorations ou manipuler la propagande. Chaque décision est lourde de sens et offre des ramifications stratégiques sur plusieurs tours. La fluidité du gameplay rend chaque moment intense, sans jamais devenir confus. L'exploration est au cœur de l'expérience. Chaque tuile face cachée est une promesse, un mystère. Révéler un cratère de cristal, une cité isolée ou un groupe d'explorateurs perdus, transforme le plateau en un terrain vivant où chaque découverte peut modifier le cours de la partie. L'excitation de retourner une tuile et de découvrir ses secrets est comparable à celle d'ouvrir un chapitre inconnu d'une aventure épique. Le combat apporte sa propre tension. Les armées et les scouts deviennent les prolongements de votre stratégie. La mécanique de combat rend chaque affrontement calculé mais plein de suspense. Un combat n'est jamais sûr. La victoire peut se décider sur une seule carte ou un cube leader litigieusement placé. La mécanique est fluide mais sûrement complexe pour donner aux joueurs un vrai sentiment de contrôle et de risque. Les constructions enrichissent l'immersion. Les capitales sont votre base ou votre point d'ancrage sur le plateau. Les Tech Labs débloquent les améliorations de niveau 2, les markets augmentent vos actions d'achat et les Com Tower ouvrent l'accès à la propagande. Les autres postes sont vos avant-postes dans les villes en ruine. Chaque nouvelle construction représente un gain stratégique et un symbole de votre influence croissante. Les upgrades offrent un sentiment de progression tangible. Chaque amélioration, du combat support à la alternate speed, transforme vos unités et vos stratégies. L'extreme action donne plus de liberté. L'increase productivity optimise vos autres postes. Et l'immunité à la radioactivité change la manière dont vous abordez les terrains dangereux. Chaque choix d'upgrade devient une signature personnelle de votre style de jeu. Le système d'influence et le People Support introduisent une dimension humaine et narrative. Le moral de votre peuple influence vos capacités, vos bonus et vos actions. La propagande, les taxes, les influences reçues ou données modifient votre People Support et imposent des décisions qui reflètent la complexité de la gouvernance. Le joueur ne se contente pas de déplacer des pions, il devient un leader responsable des conséquences de ses choix. Les modules supplémentaires, comme les nuages toxiques et tuiles spéciales, renforcent l'immersion. Le nuage se déplace selon le vent, bloquant mouvement et action, en ajoutant une tension constante. Le cratère de cristal et la cité isolée deviennent des objectifs stratégiques et narratifs, tandis que les explorateurs perdus créent de véritables mini-quêtes sur le plateau. Chaque partie devient unique, dynamique et pleine de surprises. Le mode solo est particulièrement fascinant. Les joueurs peuvent affronter des factions automatisées qui suivent des cartes d'action spécifiques, reproduisant la complexité et la stratégie des adversaires humains. Ces factions automatiques explorent, construisent, achètent et revendiquent des achievements, rendant la partie solo immersive et pleine de suspense. Même seul, on ressent la pression et la dynamique d'un monde vivant où chaque décision compte. Dans le mode solo, la gestion des influences tokens et des combats contre les factions automatisées apporte un sentiment de challenge constant. Les cartes d'action automatisées suivent des schémas logiques mais surprenants, obligeant le joueur à anticiper et à s'adapter. On ressent véritablement la compétition pour les ressources et la conquête des territoires, comme si le plateau était peuplé d'adversaires intelligents. Les combats contre les factions automatisées sont traités avec la même mécanique que contre les joueurs humains, mais adaptés pour le solo. L'utilisation des cartes pouvoir, des cubes leaders et des modificateurs est automatisée selon les cartes, créant un équilibre entre défi et fluidité. Chaque affrontement est tendu, stratégique et gratifiant lorsqu'on parvient à triompher. L'expérience dans le jeu est également sensorielle. Les illustrations, les tuiles, les composants racontent une histoire, renforcent le sentiment d'exploration et de survie. On visualise les ruines des villes, les terrains désertiques, les montagnes infranchissables et les lacs toxiques. Chaque mouvement et chaque action sont accompagnés d'une petite narration implicite dans l'esprit du joueur. Le jeu réussit un équilibre rare entre stratégie et immersion. On ne se contente pas de gérer des ressources et des unités, on survit, on conquiert, on influence, on explore. L'univers du jeu devient vivant. Et chaque partie raconte sa propre histoire. Les choix sont lourds de conséquences, les succès gratifiants et les revers dramatiques. Rise of the Wasteland transmet aux joueurs un sentiment unique de leadership dans un monde hostile. Que l'on joue à plusieurs ou en solo, chaque décision pèse, chaque victoire se mérite et chaque perte influence la suite de l'aventure. Le joueur sort de chaque partie avec le sentiment d'avoir participé à une épopée où stratégie, exploration et gestion humaine se combinent pour créer une expérience complète, immersive et profondément satisfaisante. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite vraiment à découvrir ce jeu. Vous aurez tous les liens pour aller voir ça par vous-même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire, à me dire ce que vous pensez de mes vidéos, à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos quand elles sont disponibles. Vous trouvez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux pour venir me suivre et me dire bonjour, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!